Donc vous avez d'un côté un thème qui monopolise l'attention, qui est le thème IA, et qui tire les marchés de manière très très récurrente, et de l'autre les signaux, on va dire, plus sous-jacents, qui eux, sur la macro américaine, sont un peu moins bons. Et écoutez les déclarations récentes de Scott Bessent ou d'autres, ils commencent à dire que le shutdown aura probablement un effet sur l'économie, que le PIB au T4 sera un peu moins bon. C'est-à-dire que même quand des officiels américains, qui pourtant sont habitués à véhiculer des messages très positifs au marché, etc., vous disent qu'ils pensent que l'économie va ralentir, c'est qu'ils en sont, je pense, très convaincus, et que pour pas qu'on leur reproche de ne pas avoir assez prévenu, commencent à nous prévenir, si vous voulez, que le shutdown aura des effets. 1 mois et demi de perturbation des services fédéraux aux États-Unis, de l'aviation, il y a forcément un impact. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, bien la comprendre, et ensuite vous proposer des solutions d'investissement de trading les plus adaptées à vos profils de risque. Et pour ce faire, on s'appuie sur notre réseau d'experts, dont fait partie Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Merci Alexandre d'être avec nous ce matin. De même, plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG. Alexandre, on en parlait là depuis ce matin, on parlait des ETF, des collectes records 2024-2025. L'essentiel de ces collectes sont orientés vers le marché action. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là si à un moment, les gérants ETF commencent à prendre un peu leur bille? C'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on retrouve dans de très nombreux ETF qui ne sont pas seulement des ETF indiciels. On connaît tous les ETF SP500, ETF Nasdaq, donc qui répliquent vraiment la composition de ces indices-là. Mais vous avez ensuite des ETF sectoriels, par exemple, qui vont jouer un thème plus spécifique, le thème IA, le thème quantique, le thème... Et on retrouve, par exemple, Nvidia dans de très très nombreux ETF, même ceux qui sont plus ou moins directement liés au cœur de métier de Nvidia. Donc c'est vrai qu'il y a non seulement une concentration, enfin un poids des valeurs technologiques. Voilà, déjà de plus en plus important au sein de l'indice. On prend un chiffre très simple. Dans le SP500, les 10 plus grosses valeurs qui incluent les 7 magnifiques plus 3 autres, c'est désormais plus de 42% de la market cap totale du SP500, c'est-à-dire 10 valeurs qui font sur un indice de 500 qui représente plus de 40% du poids de l'indice et plus de 30% de ses bénéfices. Et donc, ce phénomène de concentration indicielle, on a aussi une forme de dissémination de ces valeurs Nvidia, Microsoft, d'autres, très nombreux ETF sectoriels. Donc, forcément, quand ça bouge ces valeurs-là, ces ETF-là, et donc oui, vous parlez d'un niveau de record collecte. Aujourd'hui, tout est très lié. C'est plus seulement des thématiques purement technologiques, mais aussi des ETF qui ont des pondérations de ces valeurs-là qui sont de plus en plus importantes. Mais alors justement, la dernière fois que vous êtes venu chez nous, Alexandre, vous nous expliquiez que justement du côté de l'analyse, il n'y avait pas de raison, c'était impossible de comprendre pourquoi, comment justifier cet engouement pour l'intelligence artificielle. C'est totalement psychologique encore, donc ça peut... C'est pas tellement comprendre l'engouement, ça je peux comprendre l'engouement, c'est clair que c'est comme Internet à l'époque, c'est quand même une innovation majeure, c'est utilisé aussi, ça commence à être utilisé dans pas mal de situations, donc on peut comprendre que l'IA est là pour rester ça. Moi j'ai aucun doute là-dessus, ça n'a jamais été remis en cause de ma part. La question c'est que c'est un thème qui a vraiment pris en termes de traction, qui a pris depuis 2022 en fait, c'est pas seulement c'est ça, c'est l'émergence de ChatGPT, c'est l'IA générative en fait. Exactement, et le bottom qui s'est formé sur les marchés en 2022, c'est le départ de ce rallye-là qu'on regarde comme marqueur de l'appétit des investisseurs pour l'IA. Donc c'est pas un thème nouveau, et ce qui moi me paraît effectivement plus exagéré, c'est ce qu'on a vu ces derniers mois, grosso modo tout ce qu'on a vu depuis le printemps à peu près, depuis la thématique négociation États-Unis, Chine, etc. Et l'IA qui est venue se rajouter là-dessus, et on a vu une espèce d'engouement des investisseurs qui à ce moment-là commençait à être un peu décorrélé de ce qu'on pouvait voir comme signaux macro-américains, et ce qu'on avait peut-être dit ensemble, c'est qu'on voit que même c'est plus seulement un thème de marché aussi, c'est un thème économique. Quand vous regardez par exemple la structure de la croissance du PIB aux États-Unis depuis le début de l'année, plus de 90% c'est lié à l'IA. C'est-à-dire que c'est même plus la question de la consommation ou la question des chiffres commerciaux, ça repose quasi exclusivement sur l'IA. Et donc, parallèlement à ça, vous avez des signaux macro, et ça c'est le job de l'analyse, c'est ce qu'on fait tous les jours, de dire voilà, telle donnée macro est bonne, telle donnée macro est moins bonne. Et on voit sur de nombreuses enquêtes, de nombreuses études, entreprises ou consommateurs, que le compte n'y est pas. On voit que les progressions de salaire aujourd'hui, de salaire réel notamment, le salaire qui tient compte de l'inflation, c'est des niveaux, aujourd'hui le salaire médian, la progression médiane du salaire aux États-Unis est plus faible qu'au cours des 4 années précédentes, le Covid par exemple. Donc ça c'est les effets de l'inflation qui font que le salaire réel est plus bas. Et c'est pour ça qu'on voit bien que cette thématique de Fed, pas de Fed, mais d'inflation à 3%, on a l'impression que les investisseurs actuellement sur les marchés actions, alors qui sont-ils? Est-ce que c'est une partie plus spéculateur ou autre? Mais ne veulent pas regarder cette question-là de l'inflation qui est toujours présente, d'une Fed qui stabilise encore les taux,
et d'un consommateur américain dont les datas nous montrent qu'il est plutôt en train de s'essouffler. Et donc vous avez d'un côté un thème qui monopolise l'attention, qui est le thème IA, et qui tire les marchés de manière très très récurrente, et de l'autre les signaux, on va dire, plus sous-jacents, qui eux, sur la macro américaine, sont un peu moins bons. Et écoutez les déclarations récentes de Scott Bessent ou d'autres, ils commencent à dire que le shutdown aura probablement un effet sur l'économie, que le PIB au T4 sera un peu moins bon. C'est-à-dire que même quand les officiels américains, qui pourtant sont habitués à véhiculer des messages très positifs au marché, etc., vous disent qu'ils pensent que l'économie va ralentir, c'est qu'ils en sont, je pense, très convaincus, et que pour pas qu'on leur reproche de ne pas avoir assez prévenu, commencent à nous prévenir. Si vous voulez que le shutdown aura des effets, 1 mois et demi de perturbation des services fédéraux aux États-Unis, de l'aviation, il y a forcément un impact. Et donc ça vient se greffer à une situation macro qui était déjà, pour le consommateur, un peu moyenne. Et pour moi, c'est ça que le marché sous-estime complètement. Enfin, que le marché... C'est pas tout le marché. Je pense que le marché américain, il y a une partie qui achète toujours et une autre partie qui n'achète pas, voire même qui distribue. Je pense qui distribue, notamment vers l'Europe, puisqu'il suffit de voir. Alors, quand vous dites distribuer, c'est-à-dire une réorientation de flux vers d'autres actifs, ou plutôt, ouais, c'est ça. Oui, j'ai l'impression de ça parce que quand on parle effectivement des 7 magnifiques aux États-Unis, on regarde des valeurs, par exemple, comme Tesla. Tesla, ça a beaucoup grimpé septembre, mais depuis 2 mois maintenant, Tesla, c'est du latéral. Changement de modèle économique aussi, plus orienté vers le premium, l'entrée de gamme. Du coup, par la force des choses, ça baisse les marges. Là, ce qui m'intéresse, c'est la structure du marché. C'est quand Tesla consulte depuis 2 mois avec le combat des records, ça veut dire que Tesla ne participe pas donc pas ses records. Microsoft, c'est pareil, ça a beaucoup grimpé. Meta aussi également. Meta, je sais un petit peu. Donc on a l'impression que sur un gros titre tech aux États-Unis, c'est pour ça qu'on dit que c'est même pas les 7 magnifiques de l'ensemble qui tirent les indices, c'est quelques-unes de ces composants de ces magnifiques qui tirent les indices. Et ça veut dire que sur certaines de ces grosses valeurs, on a l'impression de voir ce qu'on appelle la distribution. Distribution, on va rappeler c'est quoi? C'est quand la smart money, donc ceux qui détiennent les titres depuis longtemps, commencent à arbitrer certaines positions ou à léger, et que, in fine, ce sont ceux qui veulent acheter qui achètent. Et qui veut acheter en ce moment? On voit que le retail est très appétant à tous les dips et à tous les creux. Donc pour moi, on est en train d'assister à des phases de distribution sur quelques gros titres aux États-Unis, mais qu'on ne voit pas forcément à l'échelle des gros indices. Et vous l'avez dit, effectivement, ça peut participer à une forme de réallocation, peut-être un peu sur l'Europe, peut-être un peu sur les émergents aussi, peut-être aussi, attention, sur de l'obligataire ou des thématiques on n'en parle pas assez, plus conservatrices. Qui sont des thématiques habituellement qu'on achète quand on pense que le marché va se secouer un peu dans les mois qui viennent. Oui, bien sûr, mais alors personne ne sait actuellement. On regardait tout à l'heure précédemment avec David Furcage le tableau des 10 premières performances, des 10 premières capitalisations mondiales en termes de performance depuis le 1er janvier 2025. Et en premier, on a l'or, et ensuite on a 3 des 7 magnifiques. Donc où l'investisseur est perdu en fait. Le b.a.-ba de la compréhension des marchés financiers aujourd'hui est complètement mis à plat. Oui. Alors après, ça c'est si on considère que le marché représente à l'instant T tous les investisseurs et que tout le monde a acheté ce rallye. C'est pas ce que les chiffres montrent. Une partie de ce qu'on appelle encore une fois la smart money n'a pas participé à ce rallye, ou il a participé par défaut, mais n'est pas surexposé. Pour preuve, les réserves de cash. Alexandre. Tout à fait. Gold, Nvidia, Apple, Microsoft, c'est les performances depuis le début de l'exercice de Mais en parallèle de ces rallyes sur ces quelques grosses valeurs, vous avez aussi des réserves de cash chez les 7 managers qui progressent. Et ça veut dire que certains attendent. Là, je parfois l'échange aussi sur des plateaux avec des gérants. L'autre jour, j'étais avec une gérante de chez Dorval, par exemple, qui avait calculé que la thématique IA n'était pas seulement celle de Nvidia ou autre. Elle considérait que par des questions de besoins croisés entre entreprises, entre ceux qui dépendent directement de l'IA, que ça représentait quasiment 45% du SP500. C'est-à-dire qu'en gros, la thématique IA a imprégné 45%. Rendez-vous compte d'un indice de 500 valeurs, vous avez 45% de cet indice-là en nombre d'actions, donc, qui dépendent déjà de l'IA. Donc on voit bien le phénomène à la fois de concentration, mais aussi de dissémination, de diffusion. Voilà, donc si à un moment donné, vous avez effectivement... Ça va arriver. C'est pas si, mais quand ça va arriver, si vous avez une surprise sur une annonce, quelque chose, une entreprise d'un capex qui déçoit ou autre, ça va être dramatique en fait. Moi, j'aime pas le mot dramatique parce que je ne pense pas qu'on a au moins 80% devant nous comme entre 2000 et 2003. Je ne crois pas à une bulle Internet non plus. Mais on a des valos qui se rapprochent de la bulle Internet et on a certains signaux sectoriels qui sont quand même en surchauffe. Et donc, il laisse penser que oui, par contre, pas 80%, mais un bon 30% de correction. Donc un crack c'est vrai. Mais disons, moi, je tape sur ce qu'on avait eu post-rallye, la bulle post-Covid, en fait. C'était bien une bulle. C'était pas la bulle Internet non plus. Mais il faut toujours se dire que on dit toujours, mais ça va, calmez-vous, c'est pas la bulle Internet, il y a pas mort d'homme. Entre zéro bulle et la bulle Internet, il y a des strates intermédiaires. La bulle post-Covid, c'était pas la bulle Internet, mais c'était quand même une bulle. Il a fallu derrière, selon les indices, ça allait de 25 à 40% de correction pour purger ça avant que le marché ne s'enflamme à nouveau. Donc c'est ce genre de correction sur lequel je tape. Voilà, ce genre de correction qui dépasse en tout cas les 20%, qui s'installe plutôt entre 20 et 30%, plutôt comme on dit. Oui, parce que... Juste une précision aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de
de la structure du rallye. Ce rallye, est-ce que tout le monde y est? Est-ce que toutes les valeurs y sont? Je donne juste un chiffre qui montre bien que toutes les valeurs, très loin de là, ne participent pas à ce rallye. C'est le SP500. Prenez le dernier rallye, celui qu'on a connu donc de 2022 à 2024, au début d'année, avant que Trump mette en place ses tarifs. Le rallye, et puis après, les tarifs sont arrivés, ça a baissé, puis c'est reparti. Sur ce sommet intermédiaire qu'on a marqué, donc c'était fin 2023, début 2024, vous aviez 80% des actions du SP500 qui, à ce moment-là, étaient au-dessus de leur moyenne de 100 jours. On a eu la chute liée au tarif, c'était un pourcentage assez confortable. Chute liée au tarif, record derrière en série, vous l'avez dit, 20 records successifs, pas successifs, mais depuis le début de l'année. Là, dans ces derniers records de ces dernières semaines, vous avez à peine plus de 50% des titres du SP500 qui sont au-dessus de leur moyenne de prix de 100 jours. Ça veut donc dire que le rallye est construit, et c'est ce que vous avez montré, sur une portion d'actions simplement, et c'est pas une participation globale de tous les secteurs ou de tous les titres. Et c'est même beaucoup moins fort que le rallye précédent, et encore moins fort que le rallye de la bulle post-Covid, où là, il y avait quasiment 100% des valeurs au-delà de leur moyenne de 100 jours. Donc on voit que les sommets successifs depuis maintenant 5 ans se font avec de moins en moins d'actions qui participent à ces sommets. Donc ça veut dire que vous avez un pilier, mais qui n'est pas très costaud comparé au pilier qu'on avait sur les rallyes précédents. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que maintenant tous les investisseurs ont conscience de cette concentration, de ce phénomène de concentration? Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer désormais cette maxime too big to fail aux 3-4 entreprises de l'IA qui, de toute façon, représentent un risque systémique et donc elles seront protégées, quoi qu'il arrive, par des autorités Oui, alors je pense que oui, mais le too big to fail, il y a une notion qui induit un peu en erreur. C'est-à-dire qu'on se dit, elles sont trop grosses pour faire faillite. Lehman Brothers, c'est too big to fail aussi. Donc je dis pas qu'on va avoir un Lehman Tech. Bien sûr, non. Mais on peut pas non plus le nier, l'écarter complètement quand vous voyez les engagements de OpenAI ou d'autres, parce qui pour l'instant ne sont toujours pas rentables. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ne dépendent que du financement, soit d'investisseurs qui ont les. Et souvent les banques aussi maintenant. Exactement, et c'est ça un petit peu la nouveauté depuis le début de l'année, c'est que toute la partie, on va dire 2020-2024, beaucoup de ces financements se faisant en fonds propres ou appel à des investisseurs, Microsoft, OpenAI, etc. Et depuis peu, on voit que même les 7 magnifiques ont recours à la dette pour donc une espèce comme ça de levier maintenant. Encore une fois, alors avoir recours à la dette, c'est pas péché mortel. Il y a plein d'activités qui ont recours à la dette, et ça passe de la très faramineux. Mais on voit la boule de neige qui grossit et qui désormais grossit parce qu'on fait appel à la dette. Donc il y a ce côté un peu gigantesque. Et puis ces annonces, encore une fois, il y a la densité des annonces. Vous voyez que ces dernières semaines, c'est qui annoncera le partenariat le plus dingue. Il y a eu ensuite Nvidia et les 100 milliards dans OpenAI. On a vu qu'en l'espace de 1 mois, il y a une succession comme ça, comme si personne ne voulait perdre le fil du narratif par rapport à ces investisseurs, par rapport à ces... Voilà. Ouais, d'accord, effectivement, c'est très, très intéressant ce que vous nous dites, Alexandre. On va basculer, on va parler du shutdown, fin du shutdown hier, signé par Donald Trump, décret signé dans la nuit par Donald Trump. Ceci étant, donc on a été privé de données publiques pendant 43 jours. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises, notamment du côté de l'emploi? Est-ce que la situation économique, est-ce qu'elle continue à se dégrader ou pas du coup? C'est ce que semblent nous montrer les données privées. C'est-à-dire quand il n'y a pas de données publiques, comme les inscriptions hebdomadaires au chômage, les rapports sur l'emploi, les chiffres JOLTS ou autres, il y a quelques entreprises privées aux États-Unis, comme ADP par exemple, qui donnent des chiffres, ou vous avez également Challenger, donc qui calcule, c'est une entreprise privée qui calcule les licenciements dans les grosses entreprises américaines. Et c'est vrai que les dernières données qu'on a eues de ce côté-là, des entreprises privées, sont plutôt rares, mais elle pointait quand même vers un marché de l'emploi qui était quand même pas hyper dynamique. C'est déjà le sentiment qu'on avait sur les derniers rapports qu'on avait avant le shutdown. ADP estimait que sur les 4 semaines d'octobre, grosso modo, vous avez par semaine à peu près 11 000 destructions d'emplois aux États-Unis. C'est un peu étonnant parce que leur chiffre précédent, il y a une semaine simplement, indiquait 42 000 créations. Donc ils ont affiné peut-être leur méthodologie ou ils ont eu peut-être plus de données que leur sont parvenues. Et in fine, le dernier chiffre qu'on ait de leur part, c'est peu de destructions d'emplois que des créations. Plus le rapport Challenger, il y a une dizaine de jours, 153 000 destructions d'emplois. Pour un mois d'octobre, c'est jamais vu depuis 2003, par exemple. Donc, encore une fois, on ne sait pas si ces données font une tendance, mais quand pendant 1 mois et demi, vous n'avez pas de données officielles, les marchés, et c'est là que je me dis aussi, les marchés auraient pu sanctionner ces chiffres-là, ils les ont un peu sanctionnés. Souvenez-vous, il y a 10 jours, le SP500 est un peu parti à la baisse, le VIX est un peu remonté à 22-23, et puis boum, fin du shutdown dont on commence à parler à partir de vendredi soir, et là les indices commencent à repartir. Et c'est là aussi, il y a une espèce d'asymétrie complète. Encore une fois, le marché est censé toujours avoir raison, mais comment peut-on justifier que grosso modo, c'est ce qu'on a repris en termes de rebond depuis vendredi soir, c'est à peu près 3% sur les gros indices américains. Comment justifier qu'on prenne 3% alors que les indices n'ont jamais sanctionné à aucun moment donné le shutdown? La seule phase de volatilité qu'on a eu en octobre était liée à Trump et aux annonces de la Chine. Il n'y a eu aucune alerte spécifique de marché liée au shutdown. Donc, ne pas sanctionner le shutdown depuis octobre, mais par contre s'enthousiasmer de 3 ou 4% quand le shutdown se termine, il y a quelque chose qui est asymétrique et qui est
encore une fois, quand c'est trop asymétrique, quand le marché ne regarde que le verre à moitié plein, c'est là qu'on a des comportements spéculatifs. Et ça, on les observe, ces comportements, depuis déjà quelques mois, où toutes les mauvaises nouvelles sont mises sous le tapis, et dès qu'une bonne nouvelle émerge, on se focalise là-dessus, en occultant. Non pas qu'il y aurait des collées mauvaises, mais un marché, pour moi, il y a aussi une notion un peu d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut donner un poids un peu équivalent aux bonnes ou aux mauvaises. Si volontairement on ne price les mauvaises que pendant quelques heures ou quelques jours, ça vous donne sommet sur sommet, valo qui explose et aucune respiration de plus de 2 ou 3%, ce qui n'est pas normal dans un marché qui se paye aujourd'hui plus de 23 fois les bénéfices aux États-Unis. Et justement, est-ce que le Nasdaq, qui actuellement justement s'offre un petit peu de répit, j'ai l'impression une petite pause, c'est léger, mais c'est déjà, vu ce qu'on a vécu, c'est quand même pas mal. Est-ce que on est justement dans ce que vous nous dites, une petite respiration nécessaire avant d'aller rechercher des arguments pour continuer la hausse. Ouais, mais s'il y en a des arguments. Ce que je redoute, ce qu'on observe effectivement, c'est le minimum syndical, c'est-à-dire un Nasdaq qui patine un petit peu depuis quelques jours, et encore qui patine, il y a moins 0,3 hier, il s'est récupéré, donc c'est rien du tout. C'est pas ça une correction. Une correction, c'est quelque chose qui est c'est pas seulement baisser et reprendre. Ça, oui, dans les termes, c'est une correction. En avril, c'est une très grosse correction, mais si derrière, il n'y a pas un phénomène un peu de latéralisation, où le marché ne reprend pas ses records au bout d'un mois. Vous pouvez perdre 30% si vous la prenez derrière, ça change quasiment rien en valorisation. Ça ne détend pas les valorisations. Une vraie phase de consolidation de marché, c'est un marché qui pendant des mois, c'est pas non plus un crash, c'est un marché qui pendant des mois ne va pas retrouver de nouveaux sommets et qui va osciller dans une zone qui peut être assez large, 20, 10, 15, même 25%. C'est ça une consolidation. Et ça implique donc d'abord des corrections, des rebonds, puis des recorrections, etc. Et ça, on ne l'a pas. Donc pour moi, c'est ça qu'on va devoir avoir à un moment donné pour calmer cette frénésie et ne pas qu'elle devienne une bulle. Ce que je redoute, c'est que ce soit d'abord une bulle avant ça. C'est-à-dire que on sait tous ce qui est raisonnable sur les marchés. Est-ce que le marché, lui ou certains intervenants, considèrent la même chose que ce que nous voyons Faut croire que non. Faut croire que non, mais du coup, ce que toutes les études montrent, c'est qu'il y a une part du retail dans cette bonne tenue du marché est de plus en plus importante, et un retail qui a recours à des produits leveragés, aux options en masse, etc. Et on a beau essayer de se dire cette fois c'est différent, quand dans des cycles déjà très avancés, vous avez une participation massive des particuliers et qu'on peut voir peut-être une forme de distribution, c'est un titre qui passe peut-être d'une main, d'une grosse main à une plus petite main, et une petite main qui travaille aussi avec du levier, et même très probablement avec du levier, ça veut dire que vous avez une structure de marché qui est hautement spéculative, donc très fragile, mais c'est ça les fins de tendance. Les volumes sont assez moyens. Une partie seulement des acteurs de marché participe à la hausse, alors l'autre partie attend le trou d'air avec des épuisettes pour ramasser des trucs à moins 20 ou moins 30, et moi j'ai l'impression que c'est ça le marché actuellement. Voilà. Il y a vraiment le gros trou d'air pour y aller, et pas moins 3 ou moins 4%. Ok, donc écoutez, on va suivre tout ça. Une dernière question, Alexandre, on va parler de WTI. Alors voilà, on entend beaucoup de choses sur l'énergie, le pétrole, le gaz, la demande qui ne repart pas, mais il semblerait que si, finalement, jusqu'en 2050. On est un peu perdu, du coup, là, aujourd'hui, si on latéralise, c'est complètement normal. Il faut bien voir qu'il y a la question de la demande en face. Finalement, la demande est toujours correcte de pétrole. Elle devrait croître. Et puis les prévisions, effectivement, font que la demande mondiale... Donc, pour moi, c'est pas tellement une question de demande. C'est plus une question que vous avez un marché qui est très bien provisionné en ce moment. Ça circule de partout. Vous regardez, il y a aussi les questions de flotte fantôme qui, malgré tout, délivrent du pétrole. Donc, même si c'est pas moral ou légal ou autre, ça participe quand même à approvisionner le marché. Donc, il n'y a pas de tension d'approvisionnement sur ce marché-là. Il n'y a pas de stress, que ce soit en mer, je ne sais plus dans quelle zone, ou à une époque, il y avait des attaques de Houthis ou autre. C'est plus le cas. Donc, c'est ce marché. Mais effectivement, il est aussi possible vous avez raison de le dire, que le fait que le pétrole reste dans les zones à 60 $, pour moi, je pense que sur le marché des matières premières, certains regardent quand même un peu l'aspect macro. C'est-à-dire que l'euphorie qu'on a sur les actions, qui, en dépit de tout bon sens, presque économique, j'ai envie de dire, d'autres en revanche, ont une approche beaucoup plus hedgée, beaucoup plus prudente sur le Voilà, il y a une notion d'approvisionnement du marché, mais aussi une notion peut-être d'une observation macro. On sait que la Chine n'est pas en forme majeure, elle n'est pas en train de se cracher, mais c'est une forme assez hésitante. L'Europe, c'est pas la cata, mais c'est pas non plus les phases de croissance à 2 ou 3%. Donc, je dirais que le pétrole est à un très bon prix actuellement, un prix justifié. Voilà. Lui, pour le coup, il est bien à sa place. Autant les indices se trouvent à des niveaux délirants, autant le pétrole me semble être à un très bon prix, correspondant bien à la situation d'approvisionnement et la situation Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec vous. Et d'autant plus que, alors si on parle de WTI, on sait que les niveaux de rendement pour les pétroliers, les producteurs américains, c'est autour de $60 le baril. Donc du coup, par la force des choses, on sait que potentiellement Trump va essayer de le maintenir, ce $60. Oui. Donc mais Trump, il est un peu coincé quand même, parce que, alors sur ce coup-là, on ne peut pas leur reprocher par contre de vouloir bien faire. Il a déjà plutôt bien fait, c'est-à-dire que quand il a
a mis la pression sur les pays du Moyen-Orient pour dire, voilà, quand on est à $80, il leur a dit, moi, le pétrole est trop cher, il faut que ça baisse. Il a quand même une pression qui fait que ces pays producteurs-là, OPEP, OPEP+, ont quand même mis sur le marché ce qu'il fallait. Mais lui, effectivement, en termes attention à lui, en termes de situation intérieure, parce que les mi-termes vont arriver, et on sait que sur sa campagne de drill, baby drill, c'est bien beau, mais il faut effectivement une grosse partie de son électorat, et là-dedans, il y a les producteurs de pétrole. Et eux ne vont pas accepter qu'à un moment donné, la pression des États-Unis sur d'autres pays soit trop forte, parce que ça crache les cours du pétrole. Donc effectivement, à un moment donné, il ne va pas pouvoir exiger que les prix du pétrole aillent plus bas, même s'il a envie pour le consommateur, pour l'inflation, que ça continue de baisser. Mais il y a une composante peut-être un peu politique qu'il va falloir regarder à un moment donné, et faire en sorte que le pétrole n'est pas plus bas que $60. Ok, bah écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Baradez, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Et je vous en remercie beaucoup. À très bientôt. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un temps pour la suite et la fin. À tout de suite.